engagé une démarche RPS tout d'abord, puis QVS. Donc on est passé plus de la prévention des risques psychosociaux à une démarche qualité de vie en service, en lien avec l'évolution nationale depuis les accords interprofessionnels de 2009. Et progressivement, en 2014, on a débuté une action globale de prévention et qui portait dans un premier temps sur les risques psychosociaux, qui a débouché assez rapidement sur la notion de qualité de vie en service par l'évolution nationale. Aujourd'hui, l'objectif est d'améliorer le quotidien des agents et la qualité de service rendu aux citoyens. Alors au niveau managérial, différents aspects importent pour mener ce type de démarche à mon sens. Au SDIS 22, on a commencé par un engagement fort de la direction et en lien avec l'exécutif du SDIS, donc les élus du comité de direction. On a impliqué l'encadrement de proximité en amont. Tous nos chefs de groupement ont été informés de la démarche en CODIREL, ont été missionnés pour y participer et pour engager leurs agents, placés sous leur responsabilité, à y participer. On a informé les agents de manière globale sur le département, les 3 statuts, professionnels, sapeurs-pompiers volontaires et personnel administratif et technique, dans un souci de transparence pour aller chercher la confiance qui était nécessaire sur une démarche aussi sociale que la démarche prévention RPS ou QVS. Le dialogue social a eu lieu, tout d'abord sur l'objectif de la démarche globale et le processus qu'on allait mettre en place. Et tout au long de la démarche, sur les années qui ont suivi, le CHSCT et aujourd'hui la FSCST ont été informés de l'évolution. On a intégré cette démarche dans un processus d'évaluation des risques professionnels. On avait un contexte qui nous alertait sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie en service, le contexte de l'absentéisme pour maladie notamment, quelques contextes ponctuels de type suicide ou tentative de suicide, alors avec ou sans lien au service. On a recherché les appuis externes nécessaires pour se former d'une part et aussi pour des raisons logistiques que Reliance connaît bien puisque vous avez été partenaire pour cette action. Alors cette démarche a commencé au SDIS 22 en 2014 avec un objectif de réaliser un diagnostic des risques psychosociaux adressé à tous les agents du SDIS, les statuts SPP, SPV et PATS. On a créé, par le biais de l'équipe interne qui avait reçu sa formation sur les risques psychosociaux, 2 questionnaires. Le premier sur la connaissance générale du SDIS, l'organisation du service, le fonctionnement, les relations de travail. Et à l'issue de ce premier qui avait été dépouillé en interne par l'équipe RPS, un deuxième questionnaire a été créé, plus orienté sur les relations de travail. On avait des signaux faibles qui nous laissaient penser qu'il fallait approfondir les modes relationnels et peut-être y travailler en prévention à l'issue. L'avantage de cette étape a été que des premières actions concrètes en sont sorties assez rapidement puisque début 2016, on avait déjà mis en place un dispositif de signalement des risques psychosociaux ou plus largement de difficultés au travail. Et on avait défini un protocole de traitement des signalements, alors qui passait éventuellement par la voie hiérarchique, par le service de santé, par notre assistante sociale, ou par le biais d'une fiche spécifique aux risques psychosociaux, et qui bénéficiait d'un traitement étudié très spécifiquement. On a créé en parallèle une page intranet dédiée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, qui rappelait les membres de l'équipe et leurs coordonnées pour faciliter l'accès des agents à cette problématique. Et puis une charte des bonnes relations au travail également qui a été diffusée plus tardivement et annexée au règlement intérieur du SDIS. Donc qui s'applique depuis à l'ensemble de nos agents. Alors 18 mois plus tard, que fait-on? C'était un questionnement que toute l'équipe avait. On avait terminé un diagnostic, on avait mis en place des premières actions. Et on sentait bien que la prévention des risques psychosociaux n'était pas terminée et qu'encore moins on avait atteint un niveau de qualité de vie en service satisfaisant. Donc là, pour avis d'experts, on a sollicité le service prévention du centre de gestion des Côtes d'Armor, qui est venu constater ce qu'on avait fait, qui a analysé un petit peu la situation, qui s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de matière récupérée sur l'étape 2014-2015 avec nos questionnaires, et qui mesurait aussi l'intérêt d'aller de l'avant en matière de prévention au-delà des dispositifs de signalement et de traitement des situations individuelles. Donc on a choisi avec eux de rénover le diagnostic RPS-QVS vers une cible identifiée comme prioritaire du fait des taux de participation en 2015 au questionnaire qu'on avait réalisé. Et donc on a orienté la démarche de diagnostic vers les agents statutaires SPP et PATS.
Ça s'est traduit par l'utilisation du questionnaire INRS, l'outil RPS-DU avec en référence la fiche ED 6140, qui propose un questionnaire RPS sous forme de réunion collective. Et là, on a découpé nos groupes métiers des différents sites du SDIS et des différents services fonctionnels pour les rencontrer un à un sous forme d'un questionnaire très organisé selon les familles de Golac et en abordant également 2 questions sur la qualité de vie en service. Un entretien collectif dans chaque groupe métier, 2 pour les centres de secours à garde postée qui fonctionnaient en 24 heures sur 24 pour assurer une représentativité, ainsi qu'au CTA CODIS. On a en parallèle travaillé pour créer un outil statistique adapté à ce questionnaire et faciliter l'exploitation des données par un dispositif automatisé. Donc là, l'expertise du service statistique de Reliance nous a bien aidés. La saisie centralisée des données a également limité la sollicitation des personnels des services. Donc ça a été fait au niveau du service santé et sécurité, assez simplement grâce à l'outil mis en place au niveau statistique. On a constaté une très forte implication des agents dans tous les centres et services, malgré l'absence de caractère obligatoire dans la participation à ce diagnostic. Mais les premières réunions qui se sont bien déroulées ont amené dans le réseau du SDIS une forte volonté de participer à la démarche. On arrive alors fin 2019, l'ensemble des restitutions de ce diagnostic est disponible pour être exploité et arrive alors la crise Covid, mars 2020. À cette période, la démarche a dû être à nouveau stoppée puisqu'en 2020, en mars 2020, la crise Covid est intervenue et il nous a nécessité de prioriser la gestion de la crise au niveau des services opérationnels. Nous arrivons à 2022, nouveau changement de direction en vue et après avoir présenté tous les travaux réalisés avant 2022 à la nouvelle direction, le choix a été fait de poursuivre la démarche engagée et d'aller au terme de cette démarche pour exploiter les données recueillies au diagnostic de 2019 et éviter de renouveler un diagnostic qui à nouveau resterait peut-être sans suite concrète en matière de prévention. Donc on est parti sur un processus de restitution des résultats de l'enquête par groupe métier comme on avait fait pour le diagnostic, suivi d'une réflexion sur le plan d'action dans chaque groupe. Ça a représenté 120 réunions de travail réparties sur 9 mois, des réunions collectives, environ 3 par groupe métier, une animation par des spécialistes, pour ma part, moi en tant que responsable SST et une collègue psychologue du travail nouvellement recrutée. On a utilisé un support uniformisé de recueil des propositions d'action, d'amélioration de la qualité de vie en service, de sorte que l'exploitation de l'ensemble des résultats des différents groupes soit uniforme et exploitable assez aisément. Et on a là rendu obligatoire la participation aux travaux collectifs parce que la prévention était affirmée comme une priorité pour l'établissement. La seule contrainte qui permettait aux agents de ne pas se présenter à nos réunions de travail collectif, c'était la contrainte opérationnelle. Alors printemps 2023, on est en passe de terminer les réunions de réflexion sur les plans d'action des différents groupes. On arrive, je dirais, à l'issue des travaux pour pouvoir réellement définir quelles sont les priorités de prévention à prévoir pour les années qui viennent. Et il nous manque une population dans l'équation, c'est nos sapeurs-pompiers volontaires qui représentent 80% de notre effectif, qui à l'époque, en 2015, avait répondu à 27% des participants, mais qu'il nous semblait important de prendre en compte quand même pour confirmer ou compléter les informations issues des réunions collectives avec les SPP et les PATS. On a donc élargi l'enquête INRS grâce à l'outil dématérialisé sur une échéance de 5 semaines au printemps 2023. Un format dématérialisé sous forme de lien individualisé pour répondre à l'enquête, un traitement statistique en temps réel, une garantie de préservation de l'anonymat annoncée au lancement de cette enquête dématérialisée par la définition de seuils minimaux de réponse en deçà desquels on n'exploitera pas les réponses au niveau local. Suite à cette enquête, on a reçu des taux de réponse de l'ordre de 58% chez les SPP, 59% chez les personnels administratifs et techniques et seulement 16% chez les SPV. Mais ces 16% dans certains centres de secours représentent en réalité 40 ou 50% de l'effectif. La dernière étape est donc maintenant la définition et la mise en œuvre du plan d'action QVS. C'est une étape en cours en lien avec les analyses des réponses que l'on a récupérées depuis 1 an et demi. Et la suite sera effectivement un étalement, une planification des actions,
Les budgets ne sont pas aujourd'hui définis, le calendrier non plus. C'est un travail de longue haleine et qui nécessite la participation de différents niveaux hiérarchiques avant validation. Alors la première faiblesse que je voudrais citer, c'est certainement le fait d'avoir vécu une démarche de prévention saccadée jusqu'à présent, alors notamment en lien avec les changements périodiques de direction du fait des mobilités fonctionnelles de nos directeurs, en lien également avec la crise sanitaire qui nous a coupé sur près de 2 années entre le diagnostic et la capacité du service à opérer les restitutions vers les groupes. Et puis certains événements sociaux, je pense à quelques étapes de suicide ou tentatives de suicide qui ont percuté un petit peu le service depuis 2010, en lien ou non avec le service selon les situations. Et puis quelques événements de type grève également qui ont perturbé le bon déroulement de nos réunions. Une autre faiblesse, c'est le diagnostic renouvelé mais insuffisamment exploité, en lien avec un défaut de continuité notamment lié au changement de direction. L'exploitation interne des diagnostics sans outils ni compétences adaptées a été un point faible également. On a essayé d'exploiter des données en masse et on n'est pas outillé au SDIS 22 pour le faire de manière convenable. On a le risque dans ces démarches également, démarches RPS ou QVS, de se noyer dans la masse des sujets abordés par les équipes. On a de nombreuses problématiques qui remontent, des problématiques bien souvent répétées, bien souvent communes selon les groupes métiers qu'on a rencontrés. Mais on a à l'échelle d'un SDIS énormément de sujets qui sont brassés. Et se noyer dans la masse est assez facile. La méthode est donc absolument nécessaire dans la continuité de la démarche. Le délai long pour la mise en œuvre visible d'un plan d'action, alors visible de l'utilisateur, de l'acteur de terrain, entraîne une baisse d'engagement et de conviction dans les centres et services si le projet n'est pas bien entretenu à leur niveau par l'établissement. Et enfin, une difficulté assez marquée, on le voit sur les taux de réponse, c'est d'intégrer les SPV à la démarche, puisqu'on est sur des taux de l'ordre de 15 à 30% selon les enquêtes qu'on a menées auprès d'eux. Ce sont des sujets qui leur parlent pour certains, mais ils ont une certaine distance entre leur activité SPV et le SDIS, du fait que ce n'est pas leur activité principale. Alors sur cette démarche qualité de vie en service, je crois que la menace principale, c'est de risquer de vendre du rêve. Vendre du rêve, c'est risquer de désengager les agents, les sapeurs-pompiers volontaires, par des projets éventuellement annoncés ou même abordés en réunion, et qui sont sans suite visibles à leur niveau au quotidien. C'est risquer d'affaiblir la confiance des agents à l'égard de l'établissement et la confiance des SPV. Les diagnostics se sont répétés, les problématiques pour certaines persistent et il est absolument nécessaire dans ce genre de démarche d'aller jusqu'au bout d'un plan d'action pour faire changer le quotidien des sapeurs-pompiers ou des PATS. C'est risquer d'augmenter les frustrations donc, et peut-être même à l'inverse de l'objectif initial, c'est de risquer d'augmenter les RPS. Affirmer un engagement mais ne pas faire ce que l'on a dit sans justifier l'écart ou le changement d'orientation qui reste toujours possible à l'échelle d'une direction. C'est prendre le risque effectivement de décevoir. Et il ne faut pas décevoir sur des démarches de qualité de vie en service. Les forces de cette démarche, c'est certainement d'avoir été transparent et structuré dans un cadre réglementaire affiché, en lien avec l'évaluation des risques professionnels, le document unique, le plan d'action de prévention des risques, sans effacer le lien avec certains événements ponctuels qui ont été la réalité de nos équipes. Également, une intégration de tous les acteurs de la prévention dès le lancement de la démarche, en lien avec les partenaires sociaux. Le dialogue social est essentiel pour convaincre à la fois les différentes filières et les acteurs de terrain. Un traitement équitable de tous les niveaux hiérarchiques a été assuré. Tous les groupes métiers ont été pris en compte de la même manière, des agents de terrain jusqu'aux équipes de direction. Ils ont tous participé de la même manière au questionnaire, ils ont tous participé aux restitutions, ils ont tous participé aux travaux de production des actions de prévention. Et en cela, les équipes ont pris confiance. Des référents spécialisés, à mon sens, doivent être identifiés aux yeux des agents sur ces sujets spécialisés. Le premier venu ne peut pas traiter ces sujets-là sans formation adaptée, sans compétences professionnelles adaptées. Les premières actions concrètes visibles au quotidien dès 2015, notamment par les dispositifs de signalement et de traitement des difficultés au travail, ont été visibles pour les acteurs de terrain et ont donné confiance également.
même si cela ne suffisait pas, comme le montraient les signes du diagnostic 2019. L'utilisation d'un outil INRS reconnu et neutre pour le diagnostic de 2019 est un point essentiel. La saisie centralisée, l'automatisation du traitement des données a été une force également, puisqu'on a, grâce au service statistique de Reliance en appui, pu être rapide sur nos restitutions, qualitatif sur nos restitutions. On a convaincu par le rendu final et on a soulagé les membres de l'équipe interne également, qualité de vie en service. La garantie de préservation de l'anonymat dans les différentes enquêtes, que ce soit sous forme individuelle, papier en 2015 ou dématérialisée en 2023, est un élément essentiel à la prise de confiance également des agents. On a vécu une proximité vraie entre acteurs spécialisés qui intervenaient dans les groupes de travail et avec les agents et encadrants qui étaient rassemblés pour ces travaux. Et les notes ont été partagées à l'issue, c'est-à-dire que toutes nos prises de notes faites en restitution et en identification d'actions utiles en matière de prévention ont été partagées en encadrement pour qu'ils puissent rebasculer ça dans leur service de manière très concrète. Ce qui va être favorable à réaliser des actions simples rapidement. La motivation intrinsèque des agents à l'égard de la démarche QVS-RPS a amené une participation active, parfois même passionnée. Il a fallu gérer quelques rythmes de débit de parole parfois. Et la démarche QVS menée jusqu'à présent semble avoir vraiment répondu à de vraies attentes du terrain. Alors au-delà des forces qui ont été citées précédemment, les opportunités de la démarche sont d'abord de rassembler et de confronter les agents entre eux et avec leur encadrement de proximité autour du sujet collectif QVS qui constitue leur quotidien. Renforcer la confiance des agents dans leurs encadrants, leur direction, leurs établissements, leur métier même. On a des gens qui parfois doutent de leur engagement professionnel. Ramener de la QVS dans leur activité au moment où ils doutent, c'est certainement les encourager ou contribuer à les encourager à poursuivre leur métier. Une autre opportunité, c'est d'affirmer la place du service dans la vie professionnelle des agents. La démarche QVS a rencontré l'ensemble des agents de manière équitable et à chaque fois, on a eu à cœur d'affirmer cette priorité et de cadrer la journée de travail en lien avec cette priorité. Sauf bien sûr la priorité opérationnelle qui reste la mission propre du SDIS. Et enfin, une autre opportunité a été de repositionner dans certaines situations l'encadrant dans son rôle de gestionnaire de la démarche QVS, dans son rôle de gestionnaire de la démarche de travail, dans sa direction pour les directeurs, dans son groupement, dans son service. Le repositionnement de l'encadrement était intéressant par rapport à certaines situations où on voyait des dérives de fonctionnement qui, avec le temps, s'installent. Là, on a pu ramener aux fondamentaux du fonctionnement du service. Alors le bilan de cette démarche QVS à ce jour, je le ferai sous deux parties. Les prérequis à ne pas manquer, l'engagement de tous les acteurs du service. L'engagement permanent et structuré à toutes les étapes de la démarche également. La continuité de la démarche est essentielle. On a été assuré dans nos travaux, pas pour des raisons de service, mais pour des raisons autres. Cette continuité semble essentielle aux yeux des agents qui sont toujours en attente de l'étape suivante. L'exemplarité de la chaîne hiérarchique est essentielle. La transparence dans la démarche est essentielle, que ce soit à l'égard des agents, de l'encadrement de proximité ou de l'encadrement supérieur, et également des partenaires sociaux. Le fait de s'appuyer sur des compétences confirmées également pour avancer efficacement, toujours dans la notion de la gestion du temps, on est toujours attendu sur l'étape suivante et plus on va vite, plus on apporte des réponses satisfaisantes aux différents acteurs. Un plan d'action est incontournable qui peut ou doit commencer par des actions visibles par leur pertinence ou la capacité à répondre aux contraintes des agents et qui doivent être évaluées de sorte qu'on mesure et on puisse réorienter éventuellement les choix qu'on a faits. En bilan, je dirais le résultat à chaud, c'est une adhésion globale des agents renforcée par la relation directe entre représentants de la direction ou de l'établissement, représentants spécialisés, et les agents ou encadrants des centres ou des services. On pouvait avoir certains doutes au début de la démarche que toutes nos réunions de travail commun ont levé. Une réelle attente, un réel espoir même à l'égard des actions concrètes qui seront mises en œuvre après les étapes de diagnostic et d'analyse qui sont passées. Donc là, on a une étape essentielle également à mener encore.
L'importance est de poursuivre la démarche QVS en intégrant la méthode dans les activités courantes des agents et des encadrants. La démarche QVS, c'est un quotidien. Ça ne peut pas être qu'une démarche étalée sur 2 à 5 ans. C'est forcément la qualité de vie en service qui doit intégrer nos processus quotidiens de travail ensemble.